France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en pleine forme pour ce show qui vous parle. Jusque 18h, c'est le grand forum LGF. Ravi de vous retrouver pour ce vendredi, dernière de la semaine avant le week-end bien sûr. Nous sommes le vendredi 15 septembre et il est de retour parmi nous, notre Marseillais qui s'était un peu perdu, mais le voilà de retour. Salut Mourad. Bonsoir Christophe, bonsoir les auditeurs, et c'est pas le Marseillais, c'est The Marseillais. The Marseillais, voilà. Oui, on est là. Vous êtes un peu toutes mes condoléances en ce moment, hein. On subit la crise. Ah non, mais c'était absolument spectaculaire hier, le Vélodrome quasi vide avec des pancartes, des tifos, des supporters qui ont fait grève. Voilà, ça fait quand même un petit peu de temps qu'on n'a pas vu ça au stade Vélodrome, hein. Ben, ils ont raison, parce que tu sais, la plupart des supporters du stade Vélodrome de l'Olympique de Marseille, ce sont des pauvres gens qui ont des petits revenus. Et quand tu vois que parce que le directeur sportif et l'entraîneur ne s'entendent pas, on arrive à jeter 15 millions d'euros par la fenêtre comme ça, gratuitement, et qu'en plus on n'arrive même pas à construire une équipe avec des moyens, avec une aura telle que peut l'avoir l'Olympique de Marseille, je crois qu'à un moment donné il faut crier, et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait effectivement, puis en espérant que ça s'arrange, parce qu'on a besoin quand même malgré tout d'un bon Marseille pour avoir un bon championnat de France, sinon ça n'a aucun sens. Marseille, la ville de Marseille a besoin d'un très fort Olympique de Marseille pour déjà avoir une paix sociale. Sinon, Marseille sans le foot, c'est une ville qui explose. Ouais. Alors, dans cette émission aujourd'hui, il y a quelques nouveautés, hein, mon cher Mourad, que t'as peut-être pas eu l'occasion de voir. Et notamment le quiz du LGF tout à l'heure, avec à gagner donc cette semaine la dernière place pour aller voir Chérine demain au Palais des Congrès en partenariat avec France Maghreb 2. D'accord. Ou si vous préférez, une place pour l'Olympia dans cette belle salle mythique pour aller voir Hakim. Et j'y rajoute, quoi qu'il en soit, une place pour aller assister au deuxième colloque des intellectuels musulmans qui se déroulera à Paris le 23 septembre. C'est organisé par l'Académie française de la pensée islamique. Donc c'est samedi 23 avec d'imminentes personnalités donc qui vont se réunir pour échanger, dialoguer, etc. Avec donc c'est une entrée limitée. Le prix de l'entrée c'est 35 €, ça comprend le petit déjeuner, le déjeuner, la pause café et la participation évidemment aux différentes tables rondes. Bien sûr, voilà pour ce qui est donc des cadeaux à gagner tout à l'heure en fin d'émission. On va parler de quoi aujourd'hui ? Bien, on va parler notamment d'une crise qui va falloir guetter de très près. Il semblerait que la tension monte entre Israël et le Hezbollah qui n'a jamais été aussi bien armé, dit-on. On va essayer de faire le point un peu là-dessus et puis on fera le point aussi parce qu'il y a eu de nouvelles informations aujourd'hui concernant la crise entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, puisque l'émir du Qatar est en tournée. Il est parti en Turquie, puis en Allemagne, et il est à Paris cet après-midi, reçu par Emmanuel Macron, pour tenter peut-être de sortir de cette crise, trouver une issue favorable à cette crise qui empoisonne donc les deux pays, les relations de ces deux pays, entre le Qatar et l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, et puis l'Égypte. Tout à l'heure, aux alentours de 17h10, on parlera, si vous le voulez bien, chers amis auditeurs, de cette information qui est tombée hier en Tunisie, où les femmes tunisiennes sont désormais autorisées, puisque toutes les lois ont été abrogées, autorisées à se marier avec des non-musulmans. Voilà qui crée en tout cas un certain débat. Un autre débat qui fait face aussi en Tunisie, c'est que quelques fonctionnaires de l'ancien président Ben Ali déchu, ont été tout simplement, comment dirais-je, je cherche le terme. Voilà, donc des fonctionnaires qui ont été graciés. Voilà, je cherchais le terme. Blanchis en quelque sorte. Voilà, donc ça crée beaucoup de polémiques là-bas en Tunisie. On fera le point tout à l'heure. Et puis on se posera la question, est-ce que les feignants qui sont descendus dans la rue mardi, les feignants sont ces gens évidemment qui ont été qualifiés par Emmanuel Macron lorsqu'il s'est déplacé en Grèce, ceux qui sont hostiles aux réformes, dit-il. Il les a appelés les feignants. Bref, il y a plusieurs mots utilisés. Donc évidemment, ce mot est revenu en force dans les rues de France et de Navarre ce mardi, et c'est pas fini. Est-ce qu'il faut craindre une amplification des feignants dans les rues ? On verra ça avec vous, chers amis auditeurs. Voilà qui va évidemment nous faire évoquer. Alors mon cher Mourad, on va parler de quoi avec toi ? Est-ce que tu nous as préparé un petit avis tranché ? À vrai dire, non. Je rentre. Bah, très bien, ça tombe bien parce qu'on a un programme tellement chargé. Voilà, et moi je suis débordé par mon travail, j'ai même du mal à trouver un peu de temps. Bon, eh ben écoute, j'ai envie de te dire, ça tombe bien. Mais les sujets sont importants, donc je pense qu'on va déborder sur le temps qui nous est imparti. Et je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent évidemment intervenir, puisque cette saison on va leur donner plus la parole que d'habitude, au 01 40 33 9000, numéro gratuit non surtaxé. Et vous pouvez évidemment profiter et jouir de ce numéro de téléphone pour vous exprimer, parce que votre avis sur ces différents sujets nous intéresse. Mais pour l'heure, c'est une petite nouvelle chronique aussi,
Ça s'appelle C'est arrivé. C'est une sorte d'éphéméride. Écoutez, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est votre grand forum jusqu'à 18h en ce vendredi après-midi avec notre Marseillais, The Marseillais Mourad Goual qui est avec nous aujourd'hui, mais également Tarek Mami qui est devenu parisien maintenant. Bonjour Tarek. Bonjour, je suis parisien, du monde et Marseillais bien sûr. Il a même pris l'accent en plus, tu t'en rends compte. Et Marseillais aussi. En tout cas, soyez les bienvenus messieurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour à Christophe. Exact. Alors, messieurs, on va directement attaquer le vif du sujet parce qu'on a du boulot. Bon, c'est bien. Voilà, j'ai rectifié mon petit problème, c'est nickel. Alors, il y a un deuxième qui est arrivé. Hein. Très bien. Il a été envoyé aussi. Parfait. Donc, alors, Tarek, oui. on va démarrer par ce qui semble être un problème qu'il va falloir guetter. De plus en plus d'articles de la presse internationale parlent d'une certaine tension qui est en train de monter d'un cran entre Israël et le Hezbollah. Et dit-on que le Hezbollah, dit-on qu'il est le plus armé, enfin plus armé que jamais, on va dire par rapport à 2006. Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter de cette montée j'allais dire d'intimidation d'un côté, de provocation? Est-ce qu'il faut craindre, en clair, une nouvelle guerre entre Israël et le Hezbollah, comme on a pu le connaître évidemment en 2006? Alors, en fait, les guerres, en général, Christophe, sont des prétextes pour montrer ses muscles les uns contre les autres. Et des fois, il y a une étincelle, un fait divers ou quelque chose d'inattendu qui les déclenche. Aujourd'hui, Israël a très mal joué, je crois que je l'ai résumé en un mot la semaine dernière, dans sa stratégie à long terme contre l'Iran. Puisque entre Israël et l'Iran, Palestine occupée, territoire occupé, Israël et l'Iran, il y avait 3 frontières. Il y avait la frontière qui séparait l'Iran et l'Irak, puis la frontière qui sépare l'Irak et la Syrie, plus la frontière qui sépare la Syrie et Israël. Et que fait Israël depuis en gros maintenant une trentaine d'années? Elle va tout faire pour faire déglinguer Saddam et l'armée irakienne, parce que pour elle c'était l'armée arabe la plus importante, une fois qu'elle a maté par un accord politique l'armée égyptienne. Et donc, qui était l'Irak? L'Irak était l'ennemi, Saddam était l'ennemi principal de l'Iran. Donc, malgré lui, objectivement, Saddam défendait les frontières d'Israël. Et Israël fait tout pour faire tomber Saddam. Et du coup, une première frontière tombe, puisque l'Iran rentre en Irak et est bien installé en Irak. Puis, cette leçon de géostratégie n'a pas suffi à Israël. Elle fait pareil pour faire tomber Bachar, au prétexte que Bachar soutient le Hezbollah. Et donc, bang bang, Bachar fait appel à l'Iran qui était déjà en Irak, et l'Iran rentre par la terre dans le territoire syrien, et aujourd'hui, les hommes de l'Iran sont à 10 kilomètres de la frontière israélienne du côté de l'Golan. En clair, elle avait 2 barrages qu'il a préservés, elle les a fait casser, parce qu'elle a fait un mauvais calcul. Et aujourd'hui, vous avez donc l'armée iranienne et Hezbollah renforcée à 10 kilomètres d'Israël, et les Iraniens ont toujours dit, et le chef de Hezbollah, Cheikh Nasrallah, vient de le redire là dernièrement, la prochaine la guerre contre Israël, elle n'aura pas lieu sur le territoire physique de l'Iran, cher Christophe, elle n'aura pas lieu sur le territoire physique du Liban, elle aura lieu dans le territoire physique d'Israël et du territoire palestinien occupé. Et donc, c'est pour ça qu'Israël s'est réveillé après 30 ans sur ses erreurs politiques. C'est un peu aussi le système politique parlementaire israélien qui ressemble aujourd'hui au Tunisien, ou le Tunisien qui ressemble au parlementaire d'Israël, qui empêche un grand chef de prendre des décisions en tant que président, et qui fait que le parti le plus petit, c'est lui qui va avoir 4 ou 5 voix, c'est lui qui en définitive va décider de la politique des pays. Ouais. C'est ce qu'on appelait en France pour la 4e République et la 3e, la dictature des partis. Et voilà, donc effectivement aujourd'hui, en plus, une déclaration vient d'être plus ou moins sortie de la bouche de Poutine, même si les mots sont transformés. Si demain il y a une guerre entre Israël et l'Iran, Poutine et la Russie d'aujourd'hui seront du côté de l'Iran contre Israël. Et donc Israël a compris aujourd'hui le piège dans lequel elle s'est mise, parce que l'histoire s'écrit avec vous et contre vous. Et je rappelle 2 précisions. Vous avez un grand discours du président Bachar al-Assad le 20 août. J'ai retenu la date parce que je l'ai écouté 2 fois, devant les cadres et les ambassadeurs et les diplomates syriens. Et dans le discours, il est clair.
Aujourd'hui, nous allons récupérer la totalité des territoires occupés, y compris le Golan. Notre ennemi principal est aujourd'hui Israël. Et 3 jours après, donc, vous avez le premier ministre israélien qui va voir M. Poutine à Sochi en le sortant de ses vacances. M. Poutine le reçoit. Et l'autre lui demande d'ordonner à l'Iran de se retirer pour aller chez elle. Et écrit la Pravda, M. Poutine a passé les 20 minutes ou la demi-heure à bâiller, c'est-à-dire poliment à attendre que l'autre termine. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, cher Christophe, chers auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui, l'axe a changé de pôle. Et pour résumer l'axe, jusqu'à la chute du mur de Berlin en 87, cher Christophe. 89. Il y avait 2 blocs, l'URSS et les Américains et l'Occident. Quand l'URSS s'est cassé, l'Occident, il a dit « À moi la victoire, je suis une monopuissance pour au moins un siècle ». Et puis là, on comprend que ce n'est plus une monopuissance, mais multipuissance, puisque les Chinois, sans trop rien dire, se mettent toujours derrière la Russie pour la soutenir contre les Américains. Donc, effectivement, on risque d'avoir une guerre, sauf que chaque fois, les Israéliens qui sont... Donc le risque est réel. Le risque est réel, sauf qu'aujourd'hui, et j'en termine là, sauf qu'aujourd'hui, les Israéliens sont conscients de tous ces éléments qu'ils ont déclenchés sans en tirer les conséquences. Mourad. Moi, je pondérerais parce que d'abord, c'est pas un réveil anodin. Ils se sont pas. Aujourd'hui, on n'est pas dans quelque chose qui arrive par hasard. Il y a une guerre qui est en train de se mourir, qui est en train de se finir. C'est la guerre contre Daesh. Et la guerre contre Daesh, elle a fait un vainqueur, 2 vainqueurs. Elle a fait 3. Elle a érigé Bachar el-Assad en vainqueur, en triomphateur. Et les chiites ont remporté une victoire qui n'est pas anodine. Et dans aujourd'hui ce début de tension entre l'Iran et Israël, on retrouve encore la main du diable, c'est-à-dire les pays sunnites que dirigent les tyrans saoudiens. Et on est encore dans un nouveau conflit contre le chiisme avec les armes du sunnisme à travers l'armée israélienne. Et si je pondère en disant qu'il n'y aura pas de guerre, c'est parce que Israël n'a pas intérêt à reproduire ce qu'elle a fait au Liban avec le Hezbollah il y a une dizaine d'années où elle avait quasiment perdu une bataille. Parce que Israël, justement, elle ne peut gagner qu'à l'intérieur de ses frontières. Si elle combat à l'extérieur, elle va combattre contre un ennemi qu'elle n'arrivera pas à identifier et elle aura toute une population à l'intérieur de ses frontières, qui ne sont pas ses frontières, bien entendu, mais en tout cas, on aura tout un peuple palestinien et gazaoui qui va se réveiller de l'intérieur et elle aura 2 ennemis à combattre qu'elle ne pourra pas endiguer, en tout cas. 3. Parce qu'il y a le Golan. Oui, il y a aussi le Golan, mais... L'armée israélienne qui est intervenue en Syrie, d'ailleurs, par plusieurs reprises, pas plus tard que la semaine dernière. Alors, je rajouterai, pour raccrocher ce que vient de dire Mourad, une chose sur la bataille chiite, sunnite et les diables. C'est ça qui a derrière. Attendez. L'Arabie Saoudite vient de perdre cette bataille. Tout à fait. Elle a perdu cette bataille en enclenchant sa propre guerre contre le Qatar. Tout à fait. Parce que jusqu'à sa guerre contre le Qatar début juin, elle avait plus ou moins fédéré tous les sunnites, plus ou moins contre tous les chiites, et puis ça discutait, mais ça n'est pas loin. Mais à partir du moment où le Qatar se retrouve aujourd'hui défendu par un grand pays sunnite, la Turquie, un grand pays chiite, l'Iran, donc l'axe de dire l'ennemi c'est le chiisme tombe à l'eau, puisque les autres sunnites ils disent mais attendez, la Turquie elle est bien sunnite, le Qatar il est bien sunnite, pourquoi il y a ça? Et puis la Turquie aujourd'hui, je veux dire, c'est quand même la première puissance, peut-être pas arabe, en tout cas, mais musulmane, qui montre l'exemple, à tous les musulmans du monde. Et aujourd'hui, Erdogan est vraiment un leader. Contesté par les uns, contesté par toi. Oui, il y a aussi si tu parles peut-être il rentre dans l'équation. Oui, bien sûr. Oui, bien entendu. Par exemple, pour ce qui est de la crise des Rohingyas, il est très actif. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi l'Indonésie, il y a la Malaisie, il y a tous ces pays dont on parle pas, mais pourtant. Alors il y a un petit élément. Mais le président Mali, je veux dire, c'est un soutien qui aujourd'hui est en train de se retourner contre lui parce qu'il est en pleine période électorale. Il y a des grosses affaires qui traînent. Et Erdogan, c'est pas un coup politique peut-être? Si. Il en a pas besoin. Si. Pas un de plus. Ah bah il en a pas besoin. Non. Aujourd'hui, il représente les frères musulmans. Et il veut s'opposer en plus au leadership. Qui sont considérés comme des terroristes par l'Arabie Saoudite. Oui, justement. Et donc, il s'oppose de plus en plus au leadership de l'Arabie Saoudite. Et il y a cette dimension qui va l'amener sur le Rohingya. Il a les moyens. Oui, mais l'autre aussi. Alors, par contre, la vraie information qui filtrera, comme vous le savez, cher Christophe, cher Mourad, d'ici 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois dans la presse occidentale, c'est les soubresauts qui commencent à avoir lieu sérieusement en Arabie Saoudite. Ouais. Puisque
Salman, donc le prince héritier, il devait pas être héritier. Il a fait dégommer un de ses cousins pour prendre sa place, Naïf, qui est aujourd'hui en résidence surveillée. Et surtout, il y a une quinzaine de jours, dans la suite de mois d'août où il n'y a pas beaucoup d'activités, il a essayé de forcer la famille royale d'accepter le départ, la démission de son père pour qu'il devienne le roi officiel. Et là, il y a eu une vraie guerre à l'intérieur de la famille pour dire il n'en est pas question. D'ailleurs, tu n'es pas légitime. Et pour le moment, tant que ton père est vivant, on touche pas. Et vous avez, pour ceux qui lisent l'arabe, sur Twitter, cher Mourad, un monsieur qui s'appelle Mujtahid. Et Mujtahid, en langue arabe littéraire, ça veut dire celui qui fait des efforts de compréhension, parce que ça vient du jihad, mais du jihad de la tête et de la réflexion, pas du fameux jihad militaire qui n'existe pas. Mujtahid, sur Twitter, raconte toutes ces histoires. Donc les auditeurs comme Sofiane, nos amis et d'autres qui peuvent lire la langue arabe, ils vont pouvoir s'abreuver sur la situation réelle à l'intérieur de l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite est aujourd'hui coincée dans deux pièges, dans le piège de la guerre au Yémen, dans le piège de la guerre du Qatar, et comme par hasard le président Macron aujourd'hui reçoit à 14h l'émir du Qatar, cher Christophe. Il est passé par la Turquie d'abord et l'Allemagne ensuite. Oui, mais on parle de nous, Français, oui, ici. bien sûr. Voilà, c'est important. Et aujourd'hui, comment dire, l'Arabie Saoudite et surtout donc l'héritier Salman est dans une impasse, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se retirer de la guerre du Yémen. Sinon, il reconnaît que c'était une erreur. Et il peut pas baisser. Ici en lise. Oui, et il peut pas baisser de temps contre le Qatar. Et donc aujourd'hui, cher Christophe, pour moi, le regard qu'il faut porter d'une manière encore plus aiguë, c'est sur l'intérieur de l'Arabie Saoudite, beaucoup plus que la bataille entre l'Iran, Israël et le Hezbollah, parce que Israël jouera la politique et le soutien américain, alors que l'autre, les Américains, peuvent faire comme ils ont fait avec le Shah, lâcher à n'importe quel moment, c'est leur propre intérêt en Arabie Saoudite. Information importante qui vient de tomber, messieurs. C'est la libération du journaliste. Une bonne chose pour Monsieur Le Drian qui va encore monter. Donc Erdogan n'est plus un président islamiste et conservateur. Parce que les journalistes, ça pose deux questions, pardon. Effectivement, Le Drian est parti et c'est tout à l'honneur de la France de partir essayer de demander la libération des journalistes. Que fait la France pour Salah Hamouri? Vous m'avez précédé parce que j'allais dire, moi je vais demander à Comme monsieur. Quoi ça marche, hein, d'aller faire de la pression. Non, mais faut demander à Monsieur Le Drian de partir directement en Palestine, en Israël pour ramener. Non, parce que Salah Hamouri, là aujourd'hui, il a un gros défaut, c'est qu'il fait pas partie de la caste journalistique. Voilà. Non, mais d'une caste quelconque. Non, mais c'est un Français. Non, mais ça peut être... Il est avocat. Mais oui, c'est alors des avocats. Franco-palestinien. C'était un avocat. Et c'est alors des avocats de se manifester, sauf que lors des avocats, il a plus ses bureaux au CRIF qu'ailleurs. Donc, ils bougeront pas. Ouais. Mais en tout cas, voilà, on peut s'apercevoir que là, il y a encore deux poids, deux mesures pour le coup. Et tant mieux, on se réjouit pour la libération de Loubourreau. Mais on se pose la question, voilà, concernant le sort de Salah Hamouri. Et d'ailleurs, on écoutera dans le zapping parce qu'il y en a quelques-uns et c'est pour ça que c'est une intervention à saluer. Monsieur Patrick Le Yarrick, qui a interpellé le Parlement européen lors d'une intervention. C'était lundi 11 septembre. Vous l'écouterez tout à l'heure. Il y en a encore quelques-uns. C'est vrai qu'on les entend peu, mais bon. Alors, vous en parliez, Tarek, c'est très important parce que la crise entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui en est à pratiquement plus de 100 jours maintenant, a franchi une nouvelle étape puisque l'émir du Qatar en personne est en tournée. Il est parti en Turquie, premier allié, j'allais dire, du Qatar. Ouais. Vous remarquerez qu'il n'a pas été à Téhéran. Il n'a pas été à Téhéran. Il est parti ensuite rencontrer la chancelière Angela Merkel. Et donc il est plutôt de son côté par le président Macron. Le président Macron d'ailleurs et la France en général qui est un peu embêté par cette histoire parce que la France fait aussi des affaires aussi bien avec le Qatar que avec l'Arabie Saoudite. C'est une guerre entre ces deux petits cousins et comment faire. Mais la France, je veux dire, dans les accords commerciaux que le Qatar et l'Arabie Saoudite traitent avec les Allemands et les Américains, c'est une goutte d'eau ce qu'on fait nous. C'est une goutte d'eau. Je comprends même pas qu'on s'inquiète de faire de la diplomatie dans la mesure où commercialement on ne représente rien, quoi. Sauf que pour des raisons de prestige, on vend de l'armement qu'on se fait payer avec de la monnaie de singe, on vend des avions qui sont pas payés. Non, pas le Qatar. Le Qatar paye. Le Qatar, c'est quand même le PSG. Le Qatar, qu'on n'aime pas par ailleurs. C'est-à-dire que le prestige de la France. Ah oui, c'est Bein Sport. Donc le prestige. Oui, non, mais le prestige de la France, il est plutôt côté Qatar. Mais le PSG, c'est 1 milliard d'euros. Le Bein Sport, c'est, je crois, 200-300 millions d'euros par an à la Ligue. Oui. Non, mais c'est pas l'argent. Non, mais c'est pas l'argent. Combien d'armements achète le Qatar à l'Allemagne et aux États-Unis? C'est pas l'argent. Moi, je dis, dans le choix entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, la France, en termes de prestige, c'est le Qatar.
Elle peut pas mettre l'Arabie Saoudite en termes de prestige. Non, elle peut mettre le Qatar. Ça a été le cas dans les années 80, Ouais. où on envoyait toutes nos entreprises de BTP construire des villes nouvelles en Arabie Saoudite. Oui. Aujourd'hui, on n'existe plus. Non, on mais n'existe plus. même si on existait, la France ne peut pas revendiquer la belle image Mais on n'a pas la force, ni le pouvoir. de s'afficher avec. Mais elle peut s'afficher avec le Qatar, qui aujourd'hui Elle le fait de apparaît. manière sous-marin, Tarek. Par exemple, on a vu que d'ailleurs dans un article très intéressant que la France faisait transiter des armes au Liban et qu'en fait ces armes se sont retrouvées en Arabie Saoudite et Oui, non, c'est mais ces armes-là qui sont utilisées contre le Yémen. Je répète, le rapport que je mets en avant, ce n'est pas le rapport économique entre d'une part la France Ouais. et d'autre part l'Arabie Saoudite, Ouais. et entre d'une part la France et d'autre part les autres pays comme les États-Unis et l'Allemagne. Ce n'est pas ça ce que je dis. Ouais. Je Qu'est-ce dis que vous dites alors? Voilà, ce que je dis, c'est que la France, en termes d'image et de prestige, Ouais. elle préférerait s'afficher à côté du Qatar, pays vu dans le monde comme un pays moderne, Aujourd'hui, oui. aujourd'hui, Tout à fait. que de s'afficher à côté de l'Arabie Saoudite, pays Archaïque et oui, conservateur. aujourd'hui vu comme archaïque, contre les femmes, tout ce que vous voulez. Donc c'est pour ça que le président Macron est obligé de donner des gages d'image pour le Qatar, et quand il recevra le représentant d'Arabie Saoudite, ça sera un peu plus discret, parce que la France ne peut pas défendre une image d'un pays qui exécute encore, qui tue, qui est au Et Yémen, qui emprisonne, parce que là il y a quand même des prédicateurs, un poète aussi. Non mais c'est ce que je vous dis, le mouvement interne. On va arrêter quoi. Non mais regardez Mujtahid sur le Twitter et vous comprendrez beaucoup de choses. Aujourd'hui, en fait, il y a eu une convocation par l'attaché de presse du Premier ministre ou du responsable saoudien Ouais. pour les grands imams saoudiens. Il les a sommés, Christophe, de prendre des positions fermes et définitives contre le Qatar. Ils ont refusé. Il y en a même un qui a dit « Je ne peux pas le faire parce que dans quelques semaines, vous allez vous rabibocher comme Il politique. » faudra dire l'inverse. Et voilà, et me contredire, et moi qui suis un homme de religion, me retrouverai dans une situation que je peux pas assumer. Deuxième erreur de l'Arabie Saoudite en termes de communication, c'est que là, il y a quelques jours, au Qatar, apparemment, on a arrêté 2 ou 3 personnes au Qatar, et l'attaché de presse du fameux responsable saoudien écrit sur Twitter et sur Facebook qu'il est intolérable qu'au Qatar, on ne permette pas la liberté d'expression. Et derrière, tout de suite, beaucoup de Saoudiens a dit ce qui est valable pour le Qatar et valable pour l'Arabie Saoudite. Nous aussi, on veut cette liberté d'expression. Et là, aujourd'hui, plusieurs rassemblements en Arabie Saoudite. Je trouve ahurissant qu'on consacre du temps à ces pays qui sont vraiment des pays criminels, qui sont des pays qui légitimisent la prostitution forcée, qui légitimisent l'esclavage, qui légitimisent tout ce que l'islam interdit en fait. Et on passe notre temps à ne parler que de. Je crois qu'à un moment donné, il faut les ramener à leur juste Oui, mais il pèse sur l'économie. Il pèse sur l'échiquier. Et sur l'échiquier politique français. Ouais. Alors moi je préférerais qu'on parle d'un pays comme la Turquie qui pèse aussi de manière différente et sur qui a un poids diplomatique et un poids économique conséquent sur l'Europe et qui nous concerne directement, puisque la Turquie c'est les petits salariés de France, alors que l'Arabie Saoudite et le Qatar c'est tous les gens qui fréquentent le pays. Voilà, c'est le 440 et ceux qui vont se voir à Longchamp le dimanche. Est-ce que tu peux me permettre une image, Morad, Tarek? Je te permets. En fait, finalement, il y a tout intérêt à ne pas s'en mêler entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, parce que c'est l'histoire d'un couple qui s'engueule et quand ils se réconcilient, évidemment, sauf eh bien, à pouvoir pourra distribuer les mauvaises cartes. Non, mais sauf à pouvoir se mêler pour amener à la destruction, j'aime pas le mot, au changement profond, qui solidaire, et que ça amène un changement profond dans la région, parce que si eux deux changeaient positivement, comme le fait la Tunisie, on en parlera tout à l'heure. Le monde ira mieux. Voilà, qu'on soit d'accord ou pas, Christophe, le monde irait mieux. Et la question palestinienne sera résolue plus ou moins, puisqu'aujourd'hui, le Qatar fait des choses pour la Gaza, et l'Arabie Saoudite court derrière Israël pour lui demander de bien vouloir la défendre chez l'oncle Sam américain. Sujet aussi important avant de passer au zapping et à la suite, c'est un nouvel tir de missile de la Corée du Nord au-dessus du Japon ce matin. Nouvelle provocation, dit-on, du dirigeant nord-coréen. C'est des représailles suite au film, à la série télévisée qui est passée sur Arte, King Kong. Alors, moi, il y a une question que j'ai vu qui était géniale. Non, mais moi, il y a une question que je me pose. Pourquoi pas? Pourquoi pas quoi?
Ben pourquoi ils ne feraient pas d'essai? Parce qu'on a ratifié les accords nucléaires et qu'on a décidé que ceux qui avaient l'arme atomique devaient la conserver et ceux qui ne l'avaient pas devaient observer les pays qui l'avaient. Non. Bah, c'est la question On n'a que pas je le me droit d'aller pose. dans l'espace, on n'a pas le droit d'avoir des satellites, on a le droit que de louer aux pays occidentaux. À un moment donné, il faut remettre les choses sur la table. Pourquoi les pays africains n'ont pas le droit d'avoir leur propre satellite de communication et leur propre satellite militaire? Ouais. Ils sont obligés de passer par des locations américaines, israéliennes, allemandes, européennes et françaises. Pourquoi on n'a pas le droit aujourd'hui d'avoir notre propre armement? Quand je dis nous, c'est les Oui, pays mais qui sauf ne que sont là, pas- t'as affaire à un dirigeant qui est extrêmement provocateur et qui veut, lui, s'en prendre et essayer d'atteindre les États-Unis. Mais il Non. est provocateur parce qu'on lui donne une tribune. Non. Laissez-le tranquille dans son coin, vous Non. verrez, il va s'arrêter Il y a deux de faire choses, des essais. Christophe. C'est un des pays les plus fermés au monde, quand même. Non, mais attendez, Christophe, il y a deux Mais on en choses. sait quoi, on y a été? Non, mais On n'en sait rien. non, mais Je veux il y a dire, deux on parle de la choses. Corée sur des bases qu'on nous communique. Je veux dire, personne n'y a été et personne n'a ramené Il des y a infos. deux choses. La preuve aussi, Dieudonné vient d'y être et Soral Oui. vient d'y être, on attend Ouais, leur retour. on fait un en termes de référence. Ouais, on a trouvé mieux quand même. Non, mais il y a deux choses. La première, qui et au nom de quoi peut se permettre de dire moi je peux avoir l'arme atomique, Tout à un fait. tel. Là-dessus, on est d'accord. Non mais un tel et un tel peut, mais pas les autres. Ouais. Deuxième chose, Ouais. c'est quoi Corée du Nord, Corée du Sud? C'est la guerre froide et voilà. Donc Le- on revient à la question fondamentale. C'est quel parallèle? C'est le 48e. Non. Pourquoi 30e deux parallèle, pourquoi la de Corée? frontière, Pourquoi voilà. c'est pas un seul Je crois, si pays? je dis pas de bêtises. Parce que l'Occident et les Américains, en 53, donc après la Deuxième Guerre mondiale, ont décidé d'occuper un pays comme ils ont fait avec l'Allemagne. Et pourquoi l'Allemagne? Il y avait deux Allemagnes. Aujourd'hui, un jeune de 7 ans ne sait même pas que dans l'histoire, il y a eu Berlin. deux Allemagnes. Tout à fait, Berlin. Et aujourd'hui, il y a qu'une seule Allemagne. Et... Pourtant, il n'y a pas si longtemps, hein. Bah oui, alors qu'en Corée, on doit avoir deux Corées. Pourquoi pas un seul Corée? Et que viennent faire les Américains? Que les Coréens s'entendent entre eux. Avec Kim ou contre Kim? Ils sont prêts à le Oui, faire. en mais plus. pourquoi les Américains? Tu dégages. Donc aujourd'hui, tout ça, ce sont des questions d'impérialisme. Ouais. Et celui qui essaie Comment ça va finir, cette histoire, d'après vous? Mais continuera cette histoire, les jeunes Je- personnes. bon. La Corée du Nord a un allié de poids, quand même. à la deux. Deux. La Russie et la Chine. Non, officiellement la Chine. Oui. Si tu veux la Chine. Mais et même la Russie, elle a une frontière avec la Oui. Russie. Non, mais c'est pas ça. Je veux dire, la Chine et la Russie. 40 km. La Chine et la Russie jouent un jeu que l'Occident qualifierait de pervers, Ouais. que d'autres qualifieraient de réalisme. À certains moments, c'est la Chine qui sort en premier, et c'est la Russie qui se met derrière pour la soutenir. Et dans d'autres situations, c'est la Russie qui sort en premier, et c'est la Chine qui se met derrière. Et de temps en temps, et je termine là, il y a l'Inde qui se met derrière les deux, parce qu'elle a d'autres intérêts. Ouais, ouais. Et j'ai la bonne nouvelle pour Israël, qui le sait mieux que moi, c'est qu'à partir du mois de mars ou de mai 2018, l'Iran fera partie d'un espèce de pacte d'Asie, dans lequel aujourd'hui il y a l'Inde, la Chine, c'est le truc c'est pas de Singapour, c'est un truc, le nom m'échappe, mais en tout cas, Le libre-échange. non, pire que ça, libre-échange, économie, politique, défense, Mais et donc une union et européenne. monétaire. Et donc, l'Iran va faire partie de cette union. Et comme l'OTAN dit quand quelqu'un touche un pays de l'OTAN, c'est l'OTAN qui attaque. Demain, ils diront que si quelqu'un touche l'Iran, c'est la Chine, l'Inde et la Russie qui vont la défendre. Bon. Affaire à suivre. Dans un instant, messieurs, on va vous parler de quelqu'un qui nous a quittés. C'est un dirigeant de radio, d'une radio qui s'appelle Radio Soleil, et qui est subitement décédé la semaine dernière à la suite d'une longue maladie. Monsieur Abdelmajid Daboussi, le président de Radio Soleil, le président fondateur de Radio Soleil. Vous avez été d'ailleurs Tarek Pami. Oh, oui. Il y a la pub, Christophe. Il y a la pub, absolument. On va la mettre tout de suite. Et dans un instant, non, la pub de l'autre, je vais la voir après. Pour ce qui est donc de la Tunisie, on va en reparler parce que ça fait débat, Tarek Pami. Après. Ah oui, et ça fait débat. Jingle, s'il te plaît. Alors on y va. Avec Mourad Goual et avec Tarek Pami qui sont avec nous, et au cours de ces prochaines minutes, on va parler de la Tunisie et de cette, peut-être alors certains appellent une grosse avancée, d'autres reviennent un peu sur cette justement possibilité aux femmes tunisiennes qui vont pouvoir désormais épouser des non-musulmans. L'homme de leur choix. Voilà. Alors certains se posent la question, et à juste titre. Attention, Il n'y a rien de nouveau. on n'est plus dans la Arrêtez religion. de vous affoler. Donc on va on va se poser les bonnes questions. On est là pour ça en tout cas. Et on va jouer tout à l'heure, je vous rappelle, pour la dernière place pour Chérine à vous offrir pour le Palais des Congrès en partenariat avec France Maghreb 2. C'est demain au Palais des Congrès, la très belle Chérine, même Morad veut y aller. En ma compagnie. Par exemple, voilà. Donc 01 40 33 9000 pour jouer tout à l'heure, bien sûr. Ou vous aurez la possibilité de choisir, si vous le préférez, Hakim, qui sera lui à l'Olympia la semaine prochaine, et j'y rajoute une place pour aller assister le 23 septembre au deuxième colloque des intellectuels musulmans organisé par l'Académie française de la pensée islamique. Il y en a des cadeaux aujourd'hui, hein. Bien entendu, on est là pour les gâter, nos auditeurs, plus que jamais. Alors, avant de passer au zapping, messieurs, dames, on souhaitait parler
de quelqu'un qui nous a quittés et qui concerne évidemment le monde de la radio. France Maghreb 2, France Maghreb. C'est un président fondateur d'une radio historique. Elle s'appelle Radio Soleil. Radio Soleil. Radio Soleil, donc notre ami Abdelmajid Daboussi n'est plus, Tarek. Voilà, donc vous venez d'écouter le jingle d'une autre radio, Radio Soleil sur France Maghreb 2. Donc vous ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas changé de fréquence, vous n'avez pas changé de radio, mais comme nous souhaitons rendre hommage à notre ami Abdelmajid Daboussi qui vient de nous quitter, nous ne pouvions faire moins que de diffuser le jingle de la radio qu'il a créé depuis 1981, Radio Soleil, qui diffuse sur Paris, Marseille et Nancy. Et donc, tout d'abord, on souhaite présenter nos condoléances à la petite famille de Monsieur Daboussi, sa femme, son fils et sa fille, à la grande famille qui fait tourner Radio Soleil, toute l'équipe, et bien sûr, et évidemment, à l'ensemble des auditeurs de cette radio et à tous les amis de Monsieur Daboussi. Abdelmajid Daboussi vient donc de nous quitter. Nous qui, à France Maghreb 2, nous avions perdu en 2011 notre ami Ibrahim Hesmaïd, nous sentons donc le sentiment d'émotion et de tristesse qui peut frapper les uns et les autres et qui nous frappe nous aussi. Et donc c'est avec une immense tristesse que nous avons appris il y a 2 jours la disparition de notre ami et camarade Abdelmajid Daboussi d'Iammar dans la rue, dans ses combats militants. Majid Daboussi a été un compagnon de route de beaucoup d'associations d'immigration, un acteur témoin des grandes mobilisations de ces 4 dernières décennies et un militant infatigable pour la liberté d'expression et ce qu'on appelait en 1981 les radios libres. Et il a été fondateur et président de Radio Soleil depuis 81, mais il a aussi été fondateur avec les regrettés Saïd Bouziri de journal Sans Frontières de 1979 à 1985, puis du journal Baraka, sorti en 1986. Il a été aussi un des animateurs à Paris du comité d'organisation d'accueil pour l'arrivée de la marche contre le racisme en 1983, dite marche contre le racisme et pour l'égalité, transformée par certains par la marche des beurs. Et on va écouter la voix de M. Daboussi qui analysait le 25 novembre 2011 les élections tunisiennes de la Constitution, c'est-à-dire les premières élections après le départ du président Ben Ali, élection qui va être remportée par Ennahda et la Troïka. Écoutez cette fine analyse. Nous n'avons pas de résultats officiels, nous avons des estimations. On estime donc que le parti Ennahda, islamiste modéré, est autour de 35%. 2 autres partis laïcs sont entre 15 et 12%, et le parti islamiste n'a pas la majorité tout seul. Il doit faire alliance avec des partis laïcs, ce qui fait qu'il n'y a strictement aucune crainte. Et beaucoup de gens pensent que le mouvement islamiste modéré est une forme de parti à la turque, islamiste à la turque, ou bien les plus optimistes disent même comme les mouvements chrétiens-démocrates de l'Europe du Sud dans les années 60-70, en Espagne, en Italie, et même en France avec le MRP. Donc voilà la situation. D'autant que cette élection, ce ne sont pas des législatives normales, c'est une élection pour une assemblée constituante. Exactement. Cette assemblée a pour fonction. Tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire qu'elle devrait durer 1 an seulement. Sa durée de vie est d'1 an. Elle préparait une constitution, évidemment, une nouvelle constitution. Deuxièmement, elle nommerait un gouvernement intérimaire et un président intérimaire, en 3e lieu. Mais la vraie bataille, c'est dans 1 an. Et dans 1 an, les problèmes qui sont devant le peuple tunisien sont de 2 ordres, des problèmes économiques et sociaux. On ne va pas aller chercher des faux problèmes comme dans d'autres pays, de polygamie ou d'autres.
on va se concentrer, d'autant que les femmes sont déterminées à lutter pour garder le code de statut personnel qui leur permet de divorcer si elles le veulent, la polygamie est interdite, et ce sont des acquis que personne ne devra toucher en Tunisie, parce que la moitié du pays sera contre, toutes les femmes seront contre, et de toute façon, aucun parti ne peut avoir la prétention d'avoir le pouvoir tout seul. Ce sera toujours des coalitions. Je pense qu'on ira vers un régime parlementaire ou présidentiel et parlementaire en même temps. Je pense qu'aucun parti ne sera capable, même dans un an, de pouvoir diriger tout seul le pays. On rentre un peu dans une sorte de coalition qui peuvent changer en cours de route. Alors, élection historique, on le disait, depuis la chute du président Ben Ali. Aujourd'hui, les partisans de l'ex-président, que sont-ils devenus? Reste-t-il peut-être une force politique favorable à l'ancien homme fort de Tunis? Oui, il y a deux partis qui sont des anciennes forces du parti de M. Ben Ali, et ces deux partis n'ont pas eu les résultats escomptés, mais on pense qu'ils seront là pour les prochaines élections, parce que ceux qui les dirigent, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Morjan, et un autre leader qui a une bonne image, même si le parti en lui-même est interdit. Abdelmajid Daboussi. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup d'articles de presse, bien sûr, en France et en Tunisie. Il y a eu donc le directeur de la radio algérienne Saint 3 qui est intervenu pour dire ses condoléances. À titre personnel, deux petits mots, cher Christophe. Oui. La première, c'est que j'ai connu personnellement Monsieur Majid Daboussi avant 1981 et l'élection de Monsieur Mitterrand, donc avant qu'on lance la bataille des radios libres. Et quand je l'ai connu, c'était dans le cadre des droits des travailleurs immigrés sous le président Giscard d'Estaing, puis sous celle de la défense des droits des étrangers, une fameuse circulaire que beaucoup ont oubliée aujourd'hui d'un ministre de l'Intérieur, Monsieur Poniatowski, qui nous avait fait à l'époque du Kafka, puisque pour les étudiants étrangers, il fallait une carte de séjour pour avoir la carte d'inscription à l'université, et il fallait la carte d'inscription à l'université pour avoir la carte de séjour. Pour moi, et je le dis tel que je le pense, Majid Daboussi était une grosse gueule, mais avec un cœur blanc et sans rancune. Je l'appelais, quand on était ensemble, mon adversaire complice, parce que nous étions toujours d'accord sur les objectifs et presque jamais d'accord sur les moyens de les atteindre. On était concurrents pour l'obtention des fréquences radiophoniques, mais on se félicitait le jour même quand l'un ou l'autre décrochait dans ce jeu de massacre institué par la loi et par le CSA contre les petites radios associatives et les radios indépendantes. On a voyagé ensemble en Tunisie et en Algérie et le Maroc, se dire que le Maghreb nous est commun. Et il était toujours égal à lui-même face aux personnalités et aux dirigeants comme face aux personnes de notre quotidien, chauffeurs de taxi, serveurs et autres personnels de l'hôtel et de lieux de vie. Je dirais que nous écouterons tout à l'heure, cher Christophe, une chanson de Cheikh L'Imam. Je sais que Daboussi appréciait particulièrement ce chanteur égyptien militant, et donc notre hommage se terminera plus tard par cette chanson de Cheikh L'Imam. Voilà pour ce que l'on pouvait dire en tout cas de Abdelmajid Daboussi, et justement un auditeur qui m'a appelé tout à l'heure en me demandant est-ce qu'on va en parler. Bah oui, Kamel, on en a parlé, et Kamel souhaitait aussi intervenir. Alors bonsoir Kamel. Bonsoir, merci Tarek, moi je suis très ému de ce témoignage. Est-ce que vous pouvez parler bien près de votre téléphone, Kamel, s'il vous plaît? Merci. Merci Christophe, merci Tarek, par ce témoignage que tu viens de faire, que tu viens de rendre à Abdelmajid Daboussi, Amar pour certains effectivement, et je voulais tout simplement me joindre à toi et à la radio pour dire l'homme que j'ai connu, je l'ai connu, et tu te souviendras, mon cher Tarek, de cette structure qui était implantée rue de Montreuil qui s'appelait le CAIF, le Conseil des associations d'immigration en France, et de l'engagement de tous ces gens et cette génération et cette implication des uns et des autres. Moi, j'étais le petit frère, un peu perturbateur, chien fou, mais pour lequel il a toujours été à l'écoute, et il m'a toujours permis de venir, comme vous le faites d'ailleurs, dire ce que la communauté vivait. Il a toujours été présent, et je voudrais témoigner véritablement pour un simple citoyen que je suis, militant au sein de notre communauté, de la présence, de cette constance qu'il a eue. Et je l'avais encore récemment rencontré, enfin il y a quelques mois, lors des
de ces fréquences numériques terrestres sur lesquelles il avait déposé des projets, etc. Eh bien, je voudrais témoigner de l'engagement indéfectible de cet homme, et je veux rendre hommage à celui qui a su tendre la main à toutes celles et tous ceux qui lui ont demandé. Je suis témoin de ça, et je voudrais dire toute l'affection, vraiment toute l'affection que j'avais pour cet homme. Il répondait effectivement toujours présent. Alors il fallait savoir le prendre, mais il était toujours présent. Il a consacré une grande partie de sa vie à l'immigration, à cette communauté. Voilà, je voulais le saluer au travers vous, et je vous remercie de m'en donner l'occasion. Merci Kamel, merci beaucoup en tout cas. À très bientôt. On sent évidemment de l'émotion dans la bouche de Kamel, mais aussi de tous ceux qui l'ont connu. Et vous étiez d'ailleurs Tarek, donc mardi, je crois que c'était une espèce, on passe ça, donc aller visiter le corps avant qu'il soit enterré. Une séance de recueillement avant que le corps soit emporté. Et vous nous confirmez que tout le monde de la radio était là, enfin tous ceux qui... Alors, c'était surprenant, ceux qui étaient là. Il y avait ce que j'appellerais, moi, 3 cercles de militants qui probablement ne se connaissaient pas. Bon, moi, j'en connaissais quelques-uns parce que j'appartiens au même cercle. Mais vous aviez des personnes âgées, anciens militants, je dis anciens, mais vraiment entre guillemets, pour la défense des droits de l'immigration, qui n'ont rien à voir avec le monde de la radio. Vous avez un deuxième cercle qui était plutôt le monde de la radio, des directeurs de radio, beaucoup de directeurs de radio associatifs, mais aussi notre ami Nasser Ketan de Beurre FM, moi-même, la directrice de la radio RMC et du groupe France Média Monde. Et il y avait un troisième cercle qui était un peu, j'allais dire, séparé de ces deux-là. C'était plutôt du personnel politique de différentes ambassades, des consulats d'Algérie et de Tunisie, qui avaient probablement rencontré Monsieur Daboussi dans l'une ou l'autre des sphères de la vie, soit militante, soit en tant que directeur de radio. Et donc, tu avais 3 groupes, d'ailleurs, on le voit physiquement, qui se parlaient entre eux d'abord, et après, il y a eu des échanges entre les membres des 3 groupes. Et donc, c'est cette image-là que je garde de lui. Oui, il est enterré en Tunisie. Il a été donc enterré en Tunisie, et puisque le corps a été est parti par avion le soir même pour être enterré en Tunisie le lendemain, jeudi, je crois, du côté du Bardo, si j'ai bien compris, là où sa mère et ses frères sont déjà enterrés. Très bien. Allah rahmou en tout cas. On écoutera donc tout à l'heure la chanson de Cheikh Limam, pour donc dire qu'un homme est toujours multifacette. Chacun de nous peut connaître une des facettes, et des fois on découvre le reste le jour de son décès. Alors, on va passer maintenant sans aucune transition au zapping. Et pour commencer ce zapping, Londres, rattrapé par la menace terroriste. Vous le savez, une explosion très tôt ce matin à l'heure de pointe dans une station de métro, et cette déclaration un peu plus tard d'un des chefs de la police britannique. Les premiers secours sont arrivés sur place, et à ce stade, nous traitons l'incident comme une attaque terroriste. Et c'est la section du contre-terrorisme de la police municipale qui se charge de l'enquête. Pour l'instant, il est un peu trop tôt pour tirer des conclusions sur les événements et la cause de l'explosion. C'est ce que nous cherchons à comprendre en ce moment. Voilà, alors c'est évidemment premier bilan très provisoire. Vous avez des menaces, cher Christophe. J'y ajouterai l'action terroriste. Ouais. En plus, le terrorisme aujourd'hui est en train de se muter, et on a un terrorisme qui devient non conventionnel, si je peux employer le terme. Et en France récemment, il y a eu beaucoup à Marseille notamment, il y a eu une jeune dame qui a été qui est morte, qui a été percutée par un véhicule volé, et on commence à appeler ces terroristes néophytes des déséquilibrés. Et en fait, on est en train d'habiller le terrorisme en quelque chose de... Pour le coup, à Marseille, a priori, c'était un déséquilibré. Hein. Ça peut arriver aussi, Morad. Il commence à y en avoir un peu trop. Ouais. Et justement, on est en train... par exemple, on est en train de soigner la communication pour apaiser les choses. Non, mais la question que je vous pose, Mourad. Mais on rentre on commence à faire face à un terrorisme non conventionnel qui échappe à tout le monde. J'ai une question pour vous. Ouais.
Est-ce qu'il s'agit de couvrir en termes de communication, ou est-ce que le fait qu'il y a tellement aujourd'hui des réseaux qu'on est au courant de tout ce qui se passe dans les 15 secondes et que forcément quand on met tout ce tableau, on peut penser que c'est terroriste, on peut peut-être que c'est déséquilibré, mais à certains moments il y avait autant d'actes de déséquilibrés, sauf qu'on n'en parlait pas. Il y a toujours eu, parce que pour moi, les frères Kouachi c'était déséquilibré, plus pour moi, plus des déséquilibrés que des terroristes. Et je pense qu'on était plus d'accord pour dire qu'ils étaient malades plus que terroristes. Et la plupart des cas de figure qu'on a eu à voir après ces attentats-là, laissaient penser qu'on avait des profils psychologiques fragiles, y compris par exemple pour l'attentat de Nice, où on avait un gars qui était complètement paumé, qui parlait de religion, mais qui était homosexuel refoulé, dans l'alcoolisme. Ouais. On savait pas trop où il était. Donc jusqu'à présent, on avait une sémantique qui était gérée de manière maladroite. Moi, je fais un constat, c'est que depuis que Macron est élu président, on a une France qui est très apaisée et Macron veut surfer sur ça. Donc il emploie et il oblige les communicants à employer un vocabulaire qui est aujourd'hui un vocabulaire qui échappe à tout le monde et qui est, voilà... Moins angoissant peut-être. Moins anxiogène, pas angoissant, moins anxiogène. Et on va parler de plus en plus de déséquilibrés. Vous pourriez regretter vos paroles, faut faire attention. Mais attention, n'oublions pas que nous-mêmes nous demandions... On n'est pas à l'abri de ce qui peut se passer quand on voit l'Angleterre qui est touchée, l'Espagne. Ouais, mais la France matin encore un militaire qui a été touché à Châtelet. Tout à fait. Voilà. N'oublions pas de nombreux attentats qui ont été déjoués grâce et heureusement aux interventions des renseignements français. N'oublions pas que nous étions les premiers à demander, à revendiquer qu'on ne cesse d'appeler terroristes ces jeunes paumés qui allaient se tuer et tuer d'autres personnes, et qu'on disait avant tout le monde, ce sont eux-mêmes des déséquilibrés. Et aujourd'hui, ces terroristes qu'on appelle déséquilibrés, on est en train de dire non, c'est pas des déséquilibrés, c'est des terroristes. Alors je rajouterais... On est dans une ambivalence. Oui, parce qu'il faut qu'on avance là. Je rajouterais un mot. En réalité, il n'y a jamais eu d'accord international, y compris à l'ONU, pour défendre qu'est-ce qu'une action terroriste, qu'est-ce qu'un homme terroriste, parce que y compris ça a des répercussions sur le conflit israélo-palestinien, et que si on venait à défendre ou à définir le mot terroriste, peut-être que beaucoup diront donc ce que font les Palestiniens pour résister n'est pas terroriste. Et donc c'est très compliqué. On le défend pas, on le définit pas, par contre on l'utilise. Bon, alors on enchaîne. On va changer complètement de sujet, on va parler de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Qui amuse beaucoup le web en ce moment. Découvrez pourquoi, écoutez. Alors, ils ont raison. Car de la meilleure actrice revient à Anne Hidalgo. De nombreux internautes ont décerné un prix d'interprétation ironique à la maire de Paris. Surprise hier que la capitale française remporte les Jeux Olympiques en 2024. Cela fait pourtant plusieurs semaines que Paris est assuré d'organiser les JO. Malgré tout, Anne Hidalgo était émue aux larmes. Et elle en a peut-être un peu trop fait. Un peu trop fait, dit-on, sur les réseaux sociaux. Un petit mot, Christophe. Oui. Ça fait l'homme ou la femme qui va à la mairie ou à l'église ou à la mosquée pour se marier. Et quand l'autre dit oui pour le mariage, il est surpris. Il est surpris et il y a les larmes qui descendent parce qu'il avait peut-être un doute jusqu'à la dernière seconde. Mais par contre, on a le droit d'avoir d'émotion quand même. Par contre, c'est vachement important ce qui s'est passé parce que je crois que c'était en 2002 que Jacques Chirac avait présenté la candidature de la ville de Paris qu'on avait été... C'est la 4e celle-là. Alors, si je me souviens bien, je me rappelle en 2002, la France surfait sur une croissance économique qui était très positive. Il y avait le moral des Français était au plus haut. Et on a eu ce refus, on avait été retoqué au niveau de l'attribution des Jeux Olympiques, et ça avait été le début de la fin pour Chirac. Ça en était suivi la dissolution et tout le reste, et la France était retombée dans un marasme psychologique qui jusqu'à aujourd'hui perdure. Alors il y a 3 choses qu'il faut retenir sur ça. Donc vive les Jeux. Aujourd'hui, d'abord c'est la 4e candidature de suite. L'abnégation paye, Non. Deuxièmement, c'est il y a un siècle que la France l'a pas eu. Donc même au niveau du CO, psychologiquement, au bout d'un siècle. Il y a des pays qui l'ont jamais eu, des continents aussi. Et des continents. Non, mais des grands pays. Troisièmement, et là où je vais mettre le pied dans le plat, c'est qu'en réalité, quand ils ne sont restés que Los Angeles plus Paris, il y a une négociation pour le choix de 2024 et 2028. Et le CEO a mis sur la table des millions de dollars pour celui qui accepterait 2028. Et donc la France et Madame Hidalgo ont préféré 2024 à 2028, et les Américains qui sont plus pragmatiques ont préféré 2028 avec de l'argent donné par le CEO, ce qui n'est pas le cas de la France. Et Madame Hidalgo souhaite
2024, y compris pour une petite raison politicienne. C'est pour que les élections de 2019, elle pourra dire, vous m'élirez, c'est moi qui l'ai amené, je veux réussir. Et n'oublions pas que Et donc, la petite politique personnelle de Madame Hidalgo, les États-Unis bonjour. Les États-Unis sont les derniers organisateurs de Jeux Olympiques ayant laissé des bénéfices. Alors, dans le zapping aussi, messieurs, ça c'est important d'écouter, à saluer même, de l'intervention de monsieur Patrick Le Yarrick, lundi 11 septembre, c'était au Parlement européen au sujet de Salah Hamouri. Écoutez. Je veux vous parler d'un jeune homme. Il est franco-palestinien, il habite Jérusalem, il vient de devenir avocat. Quelques jours après avoir obtenu son diplôme d'avocat, il a été arrêté le 23 août chez lui, sans raison, et après beaucoup de tergiversations de la justice israélienne, il est placé comme des millions de Palestiniens en détention administrative, paraît-il sur la base d'un dossier secret, parce que totalement vide. Il s'appelle Salah Hamouri. Cela révèle l'acharnement et l'absence totale de respect du droit par un État qui se proclame sans cesse un de nos partenaires les plus proches. Notre service d'action extérieure ne peut pas laisser faire et doit réclamer la libération de Salah Hamouri sans condition et sans délai. Il est grand temps que l'Union européenne mette la question des droits fondamentaux et du respect du droit et des conventions internationales comme condition de sa coopération avec l'État d'Israël, comme elle le fait avec tant d'autres États. Dans l'immédiat, liberté pour Salah Hamouri. Bravo, monsieur Patrick Le Yarrick. Voilà. Magnifique. Moi, ce que j'aime dans les discours des hommes politiques, c'est que vous pouvez prendre un discours ou une intervention, vous pouvez retirer un nom ou une circonstance, par exemple Salah Hamouri, mettre à la place autre chose comme Loïc Bureau, ouais. Vous enlevez Israël, vous mettez, donc vous enlevez, voilà, non mais pour le moment vous enlevez Israël et Salah Hamouri, vous mettez Loïc Bureau et la Turquie, le discours tient. Et quand le discours ne tient pas, ça veut dire que c'est de la politique politicienne. Bravo à ce député. Ouais, et la vidéo est sur notre Facebook d'ailleurs, n'hésitez pas à la partager. Sauf qu'aujourd'hui, exposer un problème devant le Parlement ou la Commission européenne. Mais c'est pas mon problème, moi je parle pas du Parlement, moi, qu'on soit clair. Je dis qu'un homme discours. Tu monopolises 95% du temps de parole. Laisse-moi mes 5%, s'il te plaît. Allez-y. Donc, je disais que oui, le discours est beau. Voilà. Non, mais le problème, c'est le lieu. Malheureusement, un discours comme ça, il faudrait que ce soit le groupe parlementaire communiste ou insoumis qui le porte à l'Assemblée nationale à Paris, en France, dans le bastion de l'Europe. C'est vrai, tu as raison. C'est un discours qui se perd. Malheureusement, même s'il est beau, il se perd. C'est vrai. Moi, ce que je disais pour les 95% de temps de parole, qu'il te reste. Voilà. Dictateur. Que je ne parlais pas de l'endroit. Je parlais du principe d'un discours d'un homme politique. Tout à fait. Sauf quand tu me rajoutes, sauf que. Non, mais on sait que, justement, s'il y a deux assemblées qui aujourd'hui permettent des beaux discours et des envolées lyriques, c'est le Parlement européen. Et l'ONU. Ouais. Et ça ne va jamais plus loin que les c'est vrai. On peut regretter. Voilà. Mais c'est déjà un début. Tout à fait, ouais. Dans un instant, on file en Tunisie, messieurs. Parce qu'il y a une belle avancée, en tout cas pour certains, concernant le droit des femmes. Les femmes tunisiennes sont désormais autorisées à se marier avec des non-musulmans. Attention! Les religieuses disent, attention, on devrait même enlever l'étoile de la Tunisie, là, pour le coup. Et certains disent, mais bientôt le mariage homosexuel en Tunisie. Bref, on en parle avec vous, à tout de suite. LGF, le grand forum, messieurs, on est là, en direct, jusque 18h, avec Tarek Mami et avec Morad Goual, qui sont avec nous, messieurs. Et comme prévu, je rappelle que Soutenez-moi, chers auditeurs, je n'arrive pas à m'exprimer. Dans 10 minutes, on va jouer avec vous au quiz du LGF. Vous allez pouvoir nous appeler, bien sûr, maintenant, vous inscrire si vous le souhaitez, 01 40 33 9000 pour gagner une place pour aller voir et applaudir Chérine demain au Palais des Congrès de Paris, avec en partenariat avec France Maghreb 2, une place à vous offrir. Ou si vous préférez, vous êtes amateur plus de Hakim, bien ça sera la semaine prochaine à l'Olympia, le 23 septembre, dans une salle mythique également en partenariat avec France Maghreb 2. Hakim qui sera d'ailleurs par chez toi le 29 septembre prochain, la salle Le Moulin, je crois, hein, c'est ça, à Marseille. Non, pas le 23, le 23 il sera le 29. À Paris. Non, je parle du 29. Et voilà. Et en plus, j'ai appris que mon amie Sonia Nemer, qui est pratiquement la plus célèbre des danseuses orientales de Marseille, fera sa première partie. Donc je suis très content pour elle. Bien. Et voilà. Inscrivez-vous et j'y rajoute aussi une place donc pour aller assister au deuxième colloque des intellectuels musulmans qui aura lieu le 23 septembre à Paris. Ça commence dès le matin 8h30 jusqu'à 18h. Il y a le petit déjeuner, le repas, la pause café et évidemment les différentes tables rondes avec d'imminentes personnalités qui seront de la partie. Bien sûr, donc l'entrée étant payante, 35 €. Voilà. France Maghreb 2 vous offre donc cette entrée. Exactement, en partenariat avec l'Académie française de la pensée islamique. 01 40
40 33 9000, inscrivez-vous maintenant avant de jouer. Et bien on va partir en Tunisie puisque certains parlent d'une avancée historique en Tunisie. Depuis hier donc, les femmes pourront épouser en toute légalité un non-musulman. Jusqu'à présent, la fameuse circulaire du 5 novembre 1973 interdisait ces unions mixtes, mais elle a finalement été abrogée. Elles ne sont pas mixtes, elles sont interconfessionnelles. Oui. Mais alors je vous propose juste d'écouter un extrait du reportage de France 24 qui revient donc sur cette avancée en Tunisie. C'est une importante avancée sociale et une bonne nouvelle pour les amoureux en Tunisie. Pendant 50 ans, un non-musulman qui voulait épouser une femme tunisienne devait automatiquement passer devant le mufti de la République et réciter la profession de foi et ainsi se convertir. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, le mufti aura peut-être un emploi du temps un petit peu moins chargé. Toutes les circulaires en vigueur depuis 62 interdisant ce mariage mixte ont été abrogées. Ce matin, des circulaires qui estimaient qu'il fallait, je cite, préserver la pureté de la famille, car dans l'islam, eh bien, la religion passe par le père, ce qui veut dire que un enfant né de père non musulman n'est pas considéré automatiquement comme musulman. Ça veut également dire que les hommes tunisiens, eux, pouvaient épouser n'importe quelle femme, quelle que soit leur religion. C'est donc aujourd'hui également un succès en termes d'égalité entre les sexes. Reste encore la question de l'héritage, car en Tunisie, une femme tunisienne hérite de moitié moins que ce qu'hérite un homme. Une commission parlementaire est déjà en train de plancher sur la question, mais cette journée est également, selon de nombreux observateurs, une très bonne opération communication pour les autorités, quelques heures seulement après avoir passé une loi très controversée offrant l'amnistie aux fonctionnaires corrompus de l'ancien régime. Eh ben, il s'en passe des choses en Tunisie, mon cher Tarek, mon cher Mourad, sauf que, si vous permettez, d'un point de vue religieux, vous savez que la femme musulmane n'a pas le droit d'épouser un non-musulman. Alors moi, sur le côté religieux, je vais m'abstenir parce que j'ai pas la compétence, j'ai pas le droit tout simplement de donner mon avis. Et puis moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai pas la genèse de cette décision. Donc j'aurais aimé comprendre, la circulaire, elle date de 73, mais j'aurais aimé comprendre, le journaliste de France 4 laisse entendre France 24, pardon, laisse entendre que ça serait une manière de brouiller cette amnistie générale au monde corrompu politique tunisien. Moi, c'est la genèse, en fait, que la femme ait le droit d'épouser qui elle veut, à la limite, ça la regarde et c'est pas mon problème. Et puis dans l'absolu ça existe, donc c'est juste légitimer une situation qui existe déjà, et puis il faut arrêter d'être hypocrite, hein. Les pays maghrébins sont bien hypocrites par rapport à la réalité de leur société au niveau de ce que peut vivre la femme et de ce que peut être la sexualité dans ces pays-là. Oui, mais vous oubliez quand même un élément important, Tarek et Mourad, c'est la pression familiale. Vous le savez aussi bien que moi, même mieux que moi. La Tunisie a toujours été un pays précurseur dans le droit de la femme. Bourguiba a quand même été, le code de la femme, c'est lui. Ben Ali a fait des avancées malgré tout ce qu'on peut lui reprocher. Il a quand même protégé encore de manière plus sécuritaire le statut de la femme. Aujourd'hui, ça évolue. Je pense que pas tous les Tunisiens sont musulmans. Il y en a qui sont laïcs, il y en a qui sont athées, il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui sont juifs, parce qu'il y a aussi des juifs en Tunisie, et qu'aujourd'hui la loi doit s'appliquer pour toutes les communautés ethniques qui vivent dans ce pays. Donc après, savoir si religieusement c'est quelque chose de bien ou pas bien, ça pose pas de problème. Je reste en recul. Musulman, bien entendu. Mais Tarek Mami, pour un musulman, et beaucoup de commentaires d'ailleurs sur Facebook. Tiens, je vous en lis quelques-uns. Il faudra enlever l'étoile du drapeau tunisien. Alors, moi, je ferai le complément de Mourad sur deux choses. Un, dans un pays qui se veut démocratique, la France, la Tunisie, la Birmanie, machin, est-ce que c'est la religion qui doit commander? Est-ce que ces pays sont des pays religieux ou des pays laïques? On dit pas laïques, j'ai dit civils et démocratiques. La Tunisie est un pays musulman ou pas? Alors, qui pratique l'islam, dans sa constitution. C'est très. Non, mais attendez. Voilà, la religion, je vais l'évacuer très vite, cher Christophe, tout en répondant à votre question. Le préambule de la constitution tunisienne dit, il y a eu un débat, et c'est Bourguiba al-Malin qui avait écrit le texte en arabe, et en 2012, quand la nouvelle constitution 14 a été réécrite, on n'a pas osé, y compris du côté des religieux de Narva, y toucher parce qu'il n'y avait pas d'autre formule. C'est la Tunisie est un pays arabe, dont la religion est l'islam. Donc, est-ce que la religion, c'est pour l'État, c'est pour le peuple, c'est pour les pays? Donc, c'est vaste. C'est vaste et ambigu. Ouais. Donc, ça, c'est le côté de la constitution tunisienne. Deuxième chose, sur la Genèse,
il se trouve, cher Morad, que le président de la République actuelle, M. Béji Caïd Essebsi, a fait un grand discours. Quand on dit un grand, c'est dans le sens qui marque l'histoire d'au moins un mandat de quelqu'un. Et donc, dans ce discours qui a eu lieu le 13 juillet 2000, cette année-là, il dit deux choses. Il dit, en fait, en Tunisie, on a fait beaucoup de choses pour l'égalité entre les hommes et les femmes prônées par le Coran. Tout à fait. Parce qu'on fait, si les femmes et les hommes n'étaient pas égaux, peut-être que dans le Coran, il aurait fait 10 prières pour les femmes. Non, mais 10 prières pour les femmes et 5 pour les hommes. Ou il aurait fait, les femmes ne font pas la prière, tout ce que vous voulez. Donc, l'explication tunisienne, c'est que le Coran met les citoyens, hommes et femmes à égalité, noirs, blancs et jeunes à égalité. Premier principe. Deuxième principe, il dit, quand Bourguiba a fait donc le statut personnel de la famille, donc de la femme, il y a deux choses auxquelles il n'a pas été jusqu'au bout de sa réflexion, y compris parce que l'époque permettait des choses, ne permettait pas d'autres choses. La première, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'hérédité, avec le texte et le contexte. Et la deuxième, c'est la liberté des femmes d'épouser l'homme de leur choix au-delà de la religion, comme les hommes le font. Et là, dans la foulée, donc ça c'est le contexte global. Donc ça n'a rien à voir avec le vote de la loi pour l'amnistie. D'ailleurs, je précise, c'est une amnistie pour les fonctionnaires qui seraient soupçonnés de corruption sans qu'on ait trouvé des preuves contre eux. C'est pas la même chose. Oui. Mais sans que, on revient. Non, mais je continue, cher Christophe. Et donc, en Tunisie, l'interdiction, en fait, date non pas de la circulaire de 1973, mais elle date de plusieurs textes, toujours circulaires, jamais une loi. Et donc, je les cite, mais sans rentrer dans le détail, la circulaire du 17 mars 62, la circulaire du 19 octobre 73, la circulaire du 5 novembre 73, de laquelle on parle là en général, la circulaire du 21 août 74, celle du 30 mars 87 et celle du 14 mai 88. Donc il y a toute une série de circulaires qui en gros disent, pour reconnaître le mariage d'une femme tunisienne avec de femmes tunisiennes, donc réputées musulmanes. C'est ça qui est important. Non, c'est d'abord la femme musulmane. Non, bien second, il n'y a pas de nationalité dans l'islam. Non, je te parle des circulaires tunisiennes. Ouais. Donc, les circulaires de la Tunisie parlent des femmes tunisiennes, entre parenthèses, donc réputées musulmanes, comme bien même elle se dit laïque, athée, machin, truc, et qu'elle ne peut pas se marier avec un non-musulman sans conversion, sauf si. Donc, un, il y a la conversion, deux, il y a d'autres conditions juridiques, je ne veux pas donc accabler les auditeurs, mais voilà la liste, jusqu'à 88. Et donc, Ben Ali est parti, une nouvelle constitution est adoptée, et que dit la nouvelle constitution? Parce que là, on n'est plus dans la religion, cher Christophe, on est dans des textes juridiques techniques. Donc, la constitution, la nouvelle constitution de janvier 2014, dans le préambule, elle dit « La Tunisie garantit l'égalité entre tous les citoyens et les citoyennes en droit et en devoir ». Donc, à partir du moment où le préambule de la Constitution parle d'égalité, se pose la question juridique, et je ne parle pas du côté religieux. Et après, vous avez donc l'article 6, l'article 21, l'article 46 de la Constitution qui tous interdit toute discrimination à l'égard d'un citoyen ou d'une citoyenne, en disant chaque fois que la loi est adoptée et votée, elle s'applique à l'homme et à la femme de la même manière. Donc ça, c'est le contexte pour répondre à votre première question. Moi, pour répondre à la question de Christophe et des auditeurs, parce qu'en fait, ça dérange. Moi, Bien sûr que ça dérange. Voilà, moi, je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, la femme a besoin de ça? Voilà, c'est la première question qu'on doit se poser. La femme musulmane, est-ce qu'elle a besoin de ça? Non, pas la femme musulmane. Alors, elle n'a pas besoin. C'est même pas de ça. C'est est-ce qu'elle n'a besoin que de ça? Non. Parce qu'en fait, le principal problème de la femme musulmane, en dehors de pouvoir se marier librement avec qui elle l'entend, parce qu'aujourd'hui on parle plutôt de la femme tunisienne. La femme tunisienne. Oui. Bon, alors la femme tunisienne qui serait musulmane, parce que on parle réputée être musulmane parce qu'elle est née de parents musulmans. Aujourd'hui, on lui facilite le choix de pouvoir se marier librement avec qui elle l'entend. C'est une bonne chose. Par contre, derrière, on modifie pas la loi du divorce, qui est kafkaïen pour les pays du Maghreb. Pas en Tunisie.
On ne modifie pas le droit à l'héritage, qui est kafkaïen au Maghreb. On y vient. On ne modifie pas l'autorité parentale, qui n'est pas équitable entre l'homme et la femme. Pas en Tunisie. C'est fait. Administrativement, pour les immigrés qui rentrent en Tunisie, qui ressortent, c'est tout. Mais l'autorité parentale, elle est de facto au papa. Non, pas en Tunisie. Allons-y. Depuis quand? Depuis donc la dernière. Alors il y a eu 2 grandes décisions chez Ben Ali. La première, c'est que quand Ben Ali est arrivé, la femme tunisienne qui épouse, là on parle pas de musulmans, la femme tunisienne qui épouse un homme non tunisien étranger, les enfants de cette femme ne pouvaient pas acquérir la nationalité tunisienne. Oui, c'est par le père. C'est par le père. Depuis, sous Ben Ali, la mère, depuis 93, la mère tunisienne donne sa nationalité tunisienne à ses enfants, quelle que soit la nationalité du père. Pareil pour l'Algérie. Hein. Non mais après, c'est arrivé. Donc cette question est réglée. En fait, aujourd'hui pour la Tunisie, il reste un gros problème à gérer, c'est l'héritage. L'héritage. Nous en parlerons la semaine prochaine parce que j'amènerai le détail. Il reste l'héritage. Voilà. Pour revenir à cela, en fait, les Tunisiens ont constaté qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a 10% de la population tunisienne qui vit à l'étranger. Ouais. On va faire quelque chose une cote mal taillée. Sur les 10%, il y a 50% de femmes. Ouais. Peut-être que sur les 50% de femmes, il y a 10% de femmes qui déjà ont épousé ou vivent avec des hommes non musulmans. Tout à fait, mais ça existe. Oui. En France. De fait. Et donc, on se retrouve dans des situations kafkaïennes où la femme tunisienne qui est réputée être musulmane, qui a épousé un non musulman, a des enfants qui eux obtiennent la nationalité de la maman et celle du papa de l'autre côté, mais dont le mariage n'est pas reconnu par la Tunisie, parce que le mari n'est pas musulman. Est-ce que vous me suivez, cher Ouais. Voilà. Donc, une femme, elle a des enfants avec quelqu'un avec lequel elle n'est pas mariée pour la Tunisie. Oui, mais... Non, mais ça, c'est c'est mon cas concret. On a soulevé c'est mon cas concret en Algérie. Pour moi, je suis pas marié avec ma femme. Voilà. Mais tu as un livret de famille avec ta femme. Oui, mais en France. Attends, il faut pour l'Algérie, pour que mon mariage soit reconnu, il faut que j'apporte une attestation de la mosquée de Paris. Quel intérêt que l'Algérie reconnaisse son mariage? Quel intérêt que l'Algérie reconnaisse son mariage? Que son fils soit reconnu par les autorités algériennes. Mais mon fils, par contre, est algérien. Non, il a le droit. Reconnu par sa mère. Vous savez, la Tunisie a fait du brassage devant. Parce qu'il y avait pas d'urgence, il y avait pas de nécessité. Comment ça, il n'y a pas d'urgence? Parce que dans l'islam, le mariage civil est un mariage religieux. Non. Le mariage religieux, ce qu'on appelle le halal, parce qu'on à ce mot là, alors là, vous cherchez Mourad. Ça correspond plus à des fiançailles, Mourad. Non. Il faut qu'on arrête de délirer avec ce mot de mariage halal, pas halal. Le mariage halal, c'est-à-dire le mariage licite, est un mariage contractuel qui doit se faire soit devant un officier d'état civil, un notaire, un élu de la République ou un élu tout court de la commune, ou un avocat. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un contrat. Pourquoi? Parce que dans l'islam, il est prévu que l'homme doit assurer l'héritage de sa compagne. Nous ici, on déforme tout. La halal, c'est quoi? Si on va devant l'imam, on donne 200 € à l'imam, il est une fatha. Normalement, c'est interdit. Voilà, c'est tant interdit. qu'on n'est pas passé à la mairie. Voilà. Les gens connaissent, ça continue. Voilà, il y en a qui le marché, il est là. Voilà, donc le business. Et le problème, il est là. C'est quoi un mariage halal? C'est un mariage contractuel. C'est un mariage à la mairie, Non, un mariage contractuel, c'est-à-dire qu'il est régi par un contrat. Alors, il s'appelle pas mariage halal. Si, parce que à la mairie, on signe un livret de famille qui nous engage à respecter des articles du code du code civil. Je crois qu'il y a 13 articles, si ma mémoire est bonne, mais peut-être que j'ai une bêtise, je m'excuse auprès des auditeurs. T'as oublié depuis. Ouais, parce que j'en faisais des mariages en plus. Et j'ai marié des célébrités, j'en suis fier. Ah oui. Non, mais on est lié par ce mariage, par le livret de famille qui nous tient à ces articles du code civil. Ouais. Si on passe pas à la mairie, on a la possibilité de se paxer. Donc là, on fait un contrat devant le procureur de la justice de la République. Si on passe pas devant le procureur pour faire un pax, on peut passer devant un notaire ou un avocat pour faire un contrat d'union civile. Et là, on fait un mariage licite, halal. Passer devant l'imam qui en plus n'est pas imam, qui le reste de la semaine est plein de boucher, c'est pas un mariage halal. On va faire clair. Alors, juste en conclusion, parce qu'on est en retard. Non, mais même si on est en retard, je veux dire, on ne peut pas ébaucher des grands sujets comme ça et passer dessus. Il n'y a pas dans l'islam de mariage halal. Ok, définitivement. Je vais vous raconter la Genèse, alors, puisque vous voulez les détails. En islam, le mariage est un acte civil. Tout à fait. Et il n'est pas religieux. Le mot halal a été créé en Algérie sous la colonisation française parce que les chefs religieux musulmans voulaient
isoler la société française, algérienne et la préserver de la colonisation. Et donc, à certains, quand la France est venue imposer le mariage civil qui prime sur le mariage religieux par la loi de 1905, les autres, ils ont dit, nous, on ne se mariera plus devant la mairie, et donc, on va revenir à ce qu'on faisait au Maroc et en Tunisie, mais qui a disparu sous la colonisation, c'est le mariage devant l'huissier notaire, l'huissier notaire qui écrit. Et après, cette habitude a été reprise, et le mariage est devenu, au lieu d'être couronné par la lecture de la Fatiha, est devenue la Fatiha toute seule, et on a attribué le mot halal. Et cette jeunesse qui a servi en Algérie pour préserver, entre guillemets, la société musulmane, a été emportée par les premiers immigrés et par les commerçants de la religion en France pour gagner des sous, alors qu'il n'y a pas de mariage halal. Tout mariage dans l'islam est un mariage écrit. Alors, je vais rajouter... Non, mais halal, ça veut dire licite. Non, il n'y a pas de licite. Mais si, non, il n'y a pas de halal. Le Coran ne parle pas de mariage halal. Non, il parle de mariage. Non, mais tu t'éloignes. Le mot halal veut dire licite. Non. Haram, non, illicite. Non. Mais on parle de sémantique. Non. Je rappelle qu'on n'est pas dans l'émission par l'islam. Non, on parle de sémantique, c'est important. Non, mais il n'y a pas de sémantique. Le mot halal existe, sauf qu'il est mal utilisé pour le mot mariage. Voilà. Donc, on a ajouté un mot. On a dévoyé la sémantique de ce mot. Deuxième chose, j'ai eu en Tunisie, et dans l'histoire, parce que la Tunisie, de ce côté-là, a été toujours précurseur, il y a un mariage qu'on appelle le mariage de Kérouan, de la ville de Kérouan, Al-Zawaj Al-Qayrawani, pour les auditeurs de France Maghreb, de Kitab, pour aller savoir. Vous savez ce que c'est que le mariage de Qayrawan? C'est la femme qui écrit de sa main, par son père, par son frère, le contrat de mariage, qui est envoyé au mari, à ses conditions à elle. Si le mari accepte et ratifie, il y a mariage. C'est la dot? Non. C'est, elle dit, par exemple, le mari ne peut pas me déplacer à plus d'une journée de cheval. Mais là, c'est parce que c'était la reine Kaïna qui dirigeait la Tunisie. L'islam, je te parle, Kaïna n'a rien à voir, Kaïna est contre l'islam. Non. Et donc, en fait, on a utilisé une bonne décision des hommes religieux pendant la colonisation algérienne, pas la française de l'Algérie, pour préserver la famille algérienne, en un instrument qui se retournait contre les femmes. Et moi, je veux pas vous citer le nombre de bonhommes, salopards et salauds, qui ont fait des mariages halal avec des... Et qui se battent. Et quand la femme tombe enceinte ou qu'elle a des gosses, ils se battent. Aujourd'hui, hein, mais il y en a. Mais Christophe. Il faut dénoncer d'ailleurs, il faut rappeler la règle. Il faudra même faire une émission, je pense qu'il faudra faire une émission parce que c'est interdit. C'est business. Et comme tu l'as dit, comme moi je le dis, je ne rentre pas dans le volet explicatif religieux, mais par contre, politique. Mais par contre, c'est vrai que c'est un sujet qui demanderait peut-être plus de temps, mais par contre, sur le volet politique, très important. Pas sur le volet religieux. Oui, mais à quelques semaines près, on va fêter les 7 ans de la mort ou du début du printemps arabe en Tunisie, et je pense que la Tunisie aujourd'hui c'est un pays qui est complètement dévasté économiquement, industriellement, socialement, et je pense que la Tunisie avait besoin d'autres lois que celle-ci. Bon, c'est un autre débat. Non, je suis pas d'accord. Et la semaine prochaine, Christophe, et dès qu'on a un petit moment, on reviendra sur la question de l'héritage dans l'islam en général, et dans la loi qui est en cours de préparation en Tunisie pour que l'homme et la femme, le garçon et la fille obtiennent la même proportion. Je ne rentrerai pas non plus dans le débat religieux. Je l'évoquerai parce que c'est pas la première fois que cette question se pose en Tunisie. Ça s'est posé, y compris avec ceux qui connaissent l'histoire de la Tunisie, avec le grand écrivain qui s'appelle Tahar Haddad, avec son livre Notre femme et la religion, et dans lequel il expliquait déjà pourquoi il fallait passer en 1934 à l'égalité dans l'héritage entre hommes et femmes. Vive la femme. Stop. Oui, c'est sur ça qu'on va terminer. Et on rappelle, à toutes fins utiles, que aujourd'hui, en France en tous les cas, un imam n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle le mariage halal. Mais on a bien compris en tout cas que le mot n'existe pas. Attendez. Avant qu'il ait la preuve que ce couple est passé à la mairie. Tout à fait. Pas le droit. L'église exige le certificat. Aujourd'hui, j'en connais qui vont se marier dans 2 semaines encore sans être passés à la mairie. Et dernière chose, il y a eu des condamnations à 5 ans de prison. Et c'est une véritable mafia de ces imams qui contournent la loi. Il y a eu 3 condamnations en France à 5 ans de prison, dont en général inferme, pour des imams qui ont fait ces mariages, y compris en piégeant les gens de bonne foi, qui après avoir fait ça ont été à la préfecture pour demander la carte de séjour. Dans un instant, le quiz, mesdemoiselles, messieurs, 01 40 33 9000. On a déjà Aziz qui nous attend patiemment depuis tout à l'heure. Face à Aziz, il y aura qui pour gagner quoi? Une place pour Chérine demain au Palais des Congrès. C'est la dernière d'ailleurs. Ou une place pour Hakim à l'Olympia et une place pour le deuxième colloque des intellectuels musulmans. En gros, un cadeau de 70 €. À tout de suite.
France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous. Et oui, le vendredi, c'est un peu bousculé, mais bon, c'est normal. C'est comme ça. Tarek Mami et Mourad Goual. Et pour jouer au quiz du LGF, eh bien, 01 40 33 9000. Il reste une petite place. Sinon, je fais jouer Mourad parce que Mourad, il veut sa place. Hein. Est-ce qu'on peut l'aider, l'auditeur Non. Là, vous allez jouer le rôle de l'auditeur. Comme ça, vous allez. Allez, je vais l'aider. Allez, on va l'aider. Non, tu vas pas l'aider. Tu vas jouer contre lui. Comme ça, on va voir si tu mérites ta place. Voilà. Oh là là. Allez, c'est parti. Aziz, bonsoir. Bonsoir. Aziz, que le meilleur gagne, Aziz. Et il appelle d'où, Aziz? Il appelle d'où, Aziz? Si je gagne, tu auras la place. Aziz, il appelle d'où? Je suis sur le périph', là, en plein bouchon. Mais vous êtes de quelle région? Le périph' de Marseille ou le périph' de Paris? Nord ou sud? De Paris. Non, mais tu es sur le périph' nord, périph' sud, est, ouest. Mais tu veux passer par la porte aussi? Je suis à la porte de Montreuil, là. Voilà, on va vous pister. Bon. Alors, je explique le principe à notre ami Mourad, voilà, comme ça, parce il a demandé des places un petit peu à tout le monde. J'ai dit, bah, écoute, puisque tu veux une place, tu vas jouer comme tout le monde. Pour la mériter. Voilà, pour la mériter. Mais Chérine, je l'offrirai à Hakim, Aziz, si tu gagnes, tu vas voir qui? Chérine ou Hakim? Chérine, très bien. Bah, c'est demain soir. Par contre, essaye de pas trop faire de bruit derrière, parce que sinon ça va être compliqué. On va commencer par Mourad, d'accord? J'espère qu'il a un kit libre pour que ça lui coûte pas 120 € par la police. Non, t'inquiète, c'est moi qui l'ai rappelé. Alors, on y va. J'ai un kit, t'inquiète pas, j'ai un kit. On va commencer par l'ami Mourad avec des questions, donc 5 questions chacun, et il faut faire donc le plus de points, sinon il y aura une question subsidiaire. Attention, on y va. Mourad, c'est parti. Première question. Mourad, quel est le numéro du département de l'Ain? 01 ou 02? 01. Quel accent mettez-vous sur le E de crêpe? Un accent circonflexe ou un accent grave? Circonflexe. À partir de quel âge devient-on un nonagénaire? 90 ans ou 80 ans? 80 ans. Combien de fruits et légumes l'Organisme mondial de la santé préconise-t-elle de manger? 5. Et enfin, de quelle ville la moutarde est-elle la spécialité? Dijon ou Reims? Dijon. Eh mon ami Aziz, bonjour, il a commis une erreur, l'ami Mourad. C'est non. Ah ben. Ah oui, il a commis. Sans faute alors. Et il a commis une erreur. Il va falloir que tu fasses. Non, c'est sur le fait d'être un nonagénaire. Ouais, c'est ça, c'est 90 ans. Ouais, j'avais un doute. Ouais. Voilà. C'est octogénaire. 90 ans. Attention Aziz, est-ce que tu vas faire mieux? Je l'espère en tous les cas. C'est parti. Première question Aziz. Selon notre calendrier, quel est le 4e jour ouvré de la semaine? Jeudi ou mercredi? Oh, le 4e jour. Oui. Ah, c'est une question de piège de ça. Vite. Jeudi ou mercredi? Voilà. Quelle ville française est appelée la Venise des Alpes? Est-ce Grasse ou Annecy? Annecy. De quel pays la feta est-elle une spécialité? La Grèce ou la Turquie? La Grèce. Comment appelle-t-on familièrement un agent double? Est-ce un agent secret ou une taupe? C'est une taupe. Et enfin, quel est l'organisme qui organise la fête de l'humanité, qui d'ailleurs aura lieu ce week-end je crois? Est-ce le Parti communiste ou la France insoumise? C'est le PCF. Et c'est un sans faute mon ami. Bravo. On va se retrouver au concert parce que finalement j'y vais moi aussi. Ah bah non, t'as perdu mon vieux. Ouais, mais j'ai mes entrées. Bah en tout cas Aziz, bravo, tu iras demain soir donc au Palais des Congrès applaudir la belle Chérine, et tu iras aussi si tu le souhaites le samedi 23, il y a un bordel d'ailleurs toi par contre, le samedi 23 septembre donc au 2e colloque des intellectuels musulmans offert donc par l'Académie française de la pensée islamique. Aziz, tu quittes pas, on va prendre toutes tes coordonnées, d'accord? Magnifique, merci beaucoup. Et un bon week-end à toi et bon concert pour demain soir, hein. Tu croiseras Mourad, bon tu verras, il a l'allure d'un Marseillais. C'est lui, voilà. Bon, merci beaucoup en tout cas, Aziz, ne quitte pas, on va prendre toutes tes coordonnées, mon cher Mourad. Ça va, on va se remettre doucement de ce qui se passe au stade Vélodrome en ce moment, c'est dur, hein. Ah ouais. Vous avez vu Tarek, le stade vide hier soir? Ouais, mais c'est une bonne chose, c'est bien que les Marseillais se réveillent. Ah, le stade Vélodrome était complètement vide, les supporters ont fait grève, et il y avait des tifos et des messages absolument incroyables envers l'entraîneur, les joueurs et tous les dirigeants, hein. Le Qatar, quand est-ce qu'il achète l'OM? Oh, nous on est invendable. Non, mais l'OM appartient aux Américains. Comment ça, vous êtes vendu aux Américains déjà? Tu ne peux pas parce que le club est dirigé dans les couloirs par des gens de l'ombre qui sont là. C'est autre chose, mais c'est du club depuis 30 ans. Bon, en tout cas, le PSG pour l'instant il déroule, hein. Ouais. Bon, il est 18h, Paris s'éveille. Exactement. Merci beaucoup Tarek, merci beaucoup Mourad. Excellent week-end à tous et toutes. Et bon concert pour ceux qui ont gagné donc pour aller voir Chérine demain soir au Palais des Congrès. Le rappel des titres d'actualité. Il est 18h et c'est Marine Garel. Bonsoir. Bonsoir à tous. Le journaliste français Lou Bureau, détenu en Turquie, va être libéré. L'avocat Martin Pradel et l'association Reporters sans frontières a annoncé sur son compte Twitter la libération imminente du journaliste français indépendant Lou Bureau.
Bureau. Il était détenu en Turquie depuis 52 jours. Il a salué l'action de la France et des personnes qui dans l'ombre agissent en son nom. L'engin explosif dans le métro de Londres qui a blessé 22 personnes était destiné à faire d'énormes dégâts. Révélation aujourd'hui de Theresa May. L'engin explosif s'est déclenché à la station de métro Parson Green à Londres dans le sud-ouest de la capitale britannique. Par ailleurs, Theresa May qui dénonce les spéculations d'aucune aide du président américain Donald Trump. Il a affirmé sur Twitter que les auteurs de l'attentat dans le métro de Londres étaient connus de la police. Je pense qu'il n'est d'aucune aide pour quelqu'un de spéculer sur une enquête en cours, a-t-elle déclaré dans un message télévisé. Comment interdire le téléphone portable dans les écoles? Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, veut s'attaquer à la question. Il évoque la possibilité d'installer des casiers dès l'an prochain dans les établissements. La Corée du Nord a tiré aujourd'hui un missile balistique au-dessus du Japon sur une distance inédite. Le missile a été tiré d'un site proche de Pyongyang moins d'une semaine après l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une 8e série de sanctions pour tenter de convaincre le pays reclus de renoncer à ses programmes balistiques et nucléaires interdits. Le Conseil de sécurité de l'ONU a annoncé une réunion d'urgence pour ce soir 21h. Sport tennis et le Français Lucas Pouille a chuté contre toute attente face à un joueur serbe en 4-7, 6-1, 3-6, 7-6, 7-6 lors du premier simple en demi-finale de Coupe Davis aujourd'hui à Villeneuve d'Ascq. Le numéro 1 des Bleus, Joe Wilfried Tsonga, tentera de remettre les deux équipes à égalité face au jeune Laszlo Djere, 95e, qui honore sa première sélection. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.